Bonjour à tous. Je vous présente maintenant mon stage que j'ai effectué au sein de la Chambre d'agriculture de l'Ain. Donc, l'objectif de mon stage, c'était de porter en fait un regard assez critique sur la faisabilité d'un projet, donc la faisabilité d'une microfilière de luzerne en Dombes-Val-de-Saône. C'était aussi de voir un peu les conditions de réussite de ce projet, et en particulier les freins, puisque c'est un projet qui a eu plusieurs des hauts, des bas qui n'ont pas encore sûr d'être réalisés. Et donc je vais vous présenter un peu les conclusions de tout ça. Donc pour vous situer un peu le département de l'Ain, voilà, en France, et puis le territoire Val-de-Saône, dont Val-de-Saône qui se situe à l'ouest de ces départements, juste en dessous de la Bresse. Voilà. Alors, pour ce qui est des objectifs de ce projet, c'est d'approvisionner en foin de luzerne les élevages laitiers de Dombes grâce aux exploitations céréalières du Val-de-Saône. Donc en fait, on a deux régions bien définies. Donc le Val-de-Saône, qui est une zone plutôt céréalière en déclivité, qui a des sols drainants et bien adaptés à la luzerne. Mais donc comme c'est une zone plutôt céréalière, on a surtout colza, maïs et les grandes cultures. De l'autre côté, on a la Dombe, qui est une zone d'élevage. Donc c'est connu pour être un plateau avec beaucoup d'étangs, et qui est une zone Natura 2000. Et donc beaucoup de sols humides, et ce sont des sols justement peu propices à la luzerne, alors que les éleveurs de ce territoire en consomment et l'importent plutôt d'Espagne ou de Drôme. Donc l'idée de ce projet, c'est en fait de construire une unité de séchage, donc là en Val-de-Saône, à cet endroit-là. Pourquoi une unité de séchage? Parce que ça permet de garder quand même une qualité de foin de luzerne qui est nécessaire en fait pour avoir une stabilité dans le rendement, dans la qualité de ce foin. Et c'est aussi le point central, vu que c'est un coût assez élevé, qui va s'élever à 1,4 à 1,8 millions d'euros, donc un investissement non négligeable pour un tel projet. Donc on a ces deux zones qui pourraient être complémentaires et permettraient cette création de petites filières. Voilà, donc je vais vous expliquer ça, on ne voit pas très bien, mais en fait cette filière se décomposerait en trois parties, on va dire. Donc tout en haut, on a les producteurs de luzerne, donc surtout des céréaliers, quelques polyculteurs. Des céréaliers qui auraient seulement à leur charge le semis de la luzerne et ensuite l'entretien de la culture. À savoir que ce serait un semis tous les 3 ans, vu que la culture reste en place au moins 3 ans. Et tout ce qui est entre la fauche et la mise en botte, ce serait la partie centrale de cette filière, donc le séchage de la luzerne. Et de la fauche à la mise en botte, tout ça serait compris dans la prestation de séchage en fait. Voilà, donc et puis en dernier, on a les consommateurs de luzerne qui auraient à leur charge le transport de ces bottes jusqu'à leur exploitation. Voilà, donc après, ce qui est très important aussi, c'est bien sûr l'équilibre entre l'offre et la demande, l'offre des producteurs et la demande des consommateurs. Voilà, alors moi pendant mon stage, j'ai quand même fait pas mal d'enquêtes au niveau d'agriculteurs, surtout de céréaliers, puisque à première vue, il n'y a pas encore assez d'offres en luzerne, pas encore assez de céréaliers motivés pour faire de la luzerne. Donc moi j'en ai rencontré plusieurs, et ce qui est ressorti en moyenne, c'est que ceux qui étaient motivés pour faire de la luzerne voulaient mettre environ 5 à 10 hectares de luzerne sur leurs exploitations, sachant que leurs exploitations étaient en moyenne de 120 hectares et cultivent environ 50 hectares de maïs. Donc c'est pour remettre un peu dans le contexte, vu que les sols bons pour le maïs, on peut mettre c'est là où sera facilement mise aussi la luzerne. Et on voit aussi que ce serait seulement une toute petite surface de leur exploitation mise en luzerne, ce qui est compréhensible vu que ces céréaliers n'ont jamais produit de luzerne, et donc pour minimiser les risques, la prise de risque, ce serait d'abord une toute petite surface. Ensuite, les atouts du projet, selon ces agriculteurs-là, ce qui les motive dans ce projet, c'est tout d'abord l'aspect agronomique, à savoir en particulier l'apport d'azote minéral dans le sol, vu que la luzerne est une légumineuse. Et ce qui est important, voilà, donc il y a aussi les agriculteurs biologiques
eux sont intéressés par cet apport d'azote minéral, comme les conventionnels, pour eux, ça leur permettrait juste de mettre moins d'intrants dans leur champ, en fait. Pour l'aspect technique, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'organisation, les céréaliers auraient besoin seulement d'entretenir, donc de semer, d'entretenir la culture, donc ils n'auraient pas à faire la fauche, le séchage, l'endénage, etc. Donc un aspect intéressant pour eux, c'est l'économie de temps de travail, donc par rapport à une culture autre où ils ont besoin de faire la récolte et qui leur prendra du temps. Ce qui pardon, excusez-moi. La deuxième chose importante, c'est les freins de ce projet, puisque justement, en ce moment, il y a un blocage, puisque environ 100 hectares sont rassemblés potentiellement, alors qu'il faudrait une surface minimum de 150 hectares pour que la production soit suffisante pour optimiser le bâtiment. Donc, qu'est-ce qui freine ces agriculteurs-là? C'est avant tout le capital social qu'ils devraient investir dans ce projet, qui est d'environ 500 € par hectare. Et un autre frein, c'est l'engagement, parce que c'est un engagement à long terme. C'est aussi une gestion collective très importante, donc se faire confiance entre agriculteurs, entre les acteurs de la filière. Et ce qu'on peut remarquer entre ces deux freins, c'est aussi que, disons que l'engagement et le capital social, il y a un lien entre les deux, vu qu'on avait posé comme hypothèse que si un agriculteur apporte un capital social important dans ce projet, c'est qu'il est motivé et qu'il veut bien s'engager, tandis qu'un apport de capital social faible apporterait peut-être beaucoup d'agriculteurs, mais qui auraient tendance à peut-être abandonner le projet rapidement. Voilà. Donc c'était les deux conclusions principales de cette étude. Pour ce qui est des suites du projet et des conditions de réussite de ce projet, c'est que bon, d'abord il faudra trouver la surface manquante en luzerne, ce qui est actuellement en train d'être travaillé par la Chambre d'agriculture. Une fois que ces surfaces, si elles sont trouvées, il faudra organiser des formations auprès des céréaliers qui n'ont jamais cultivé de luzerne, tester des variétés de luzerne pour trouver celles qui sont les plus adaptées au milieu. Il faudrait aussi trouver une façon de diversifier l'activité du bâtiment de séchage, puisque un bâtiment comme ça pourrait sécher d'autres choses que de la luzerne, et la luzerne n'occuperait le bâtiment que 6 mois sur 12 environ. Pour ce qui est des aspects économiques, il faudrait bien sûr chercher des financements, et le fait de former un groupement d'intérêt économique et agricole, donc un GI2E, leur permettrait aussi d'avoir plus de subventions, et c'est d'ailleurs le projet en lui-même correspond tout à fait aux critères de ce type de groupement. Et au niveau des aspects humains, il faudra aussi entretenir une dynamique de groupe, puisque ce projet est quand même assez innovant en termes de relations entre éleveurs et céréaliers, qui souvent ne travaillent pas ensemble. Et ce sera important aussi d'assurer une communication efficace entre les différents acteurs, donc les collectivités territoriales, la Chambre d'agriculture, les agriculteurs, et bien sûr, et aussi le lycée agricole qui est impliqué dans ce projet. Voilà, donc c'est... Merci de votre attention.